L'extrait que vous allez voir est absolument fascinant. Je vous laisse regarder et nous pourrons en discuter par la suite. Hey Figures, pouvez-vous venir? D'accord, j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Même si c'est la toute première fois que vous voyez ces objets, j'aimerais que vous utilisiez votre nouvelle IA Helix et essayiez de raisonner pour déterminer où vous pensez qu'ils devraient être placés dans la scène, puis travailler ensemble pour les ranger. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous l'avez vu, un robot qui vous comprend instantanément, qui voit ce que vous voyez et qui manipule des objets qu'il n'a jamais touchés auparavant. Pas d'entraînement, pas de programmation, juste de l'intelligence. Voilà, c'est le nouveau robot de l'entreprise Figure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà à l'époque, ils avaient fait un très grand bruit lorsqu'ils avaient sorti leur premier robot Figure. Tout le monde en a parlé, j'avais déjà couvert l'événement à l'époque. C'était assez incroyable, et bien voilà la suite, voilà l'évolution de leur robot. On voit ici enfin une avancée assez claire dans le domaine de la robotique domestique. Alors ce que je vous propose, c'est d'analyser ce qu'il s'est passé ici. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette entreprise en fait avait une collaboration assez étroite avec OpenAI. Ils avaient signé des accords et il y a quelques semaines, regardez, Figure a mis fin à sa collaboration avec OpenAI. Brett Hadcock, donc le fondateur de Figure, de cette entreprise, est même allé sur Twitter le 4 février pour annoncer, comme vous le voyez, donc que le partenariat était terminé car son entreprise avait fait une énorme percée en interne dans l'IA end-to-end pour les robots. Donc en gros, ils ont réussi à créer un modèle d'IA en interne. Et voilà que cette percée interne, en fait, s'est avérée être Helix. Et juste après cette annonce, on a aussi appris que Figure discutait déjà d'une nouvelle levée de fonds massive. J'ai trouvé certains rapports en fait qui parlaient de 1,5 milliard de dollars pour une valorisation totale de cette entreprise à environ 40 milliards, donc c'est déjà gigantesque. Ce n'est plus une petite start-up. Ça montre clairement déjà que les investisseurs sont emballés en fait. Probablement et très certainement puisque ils ont eu un aperçu de la technologie ici. Et franchement, qui ne serait pas impressionné par ce genre de robot ici donc, par exemple, il serait capable de ranger vos courses, mais bien plus, vous allez voir. Donc parlons d'Helix et de sa vraie importance. Vous allez voir pourquoi c'est pas une démo bidon lancée en l'air.
Et on commence avec le nom lui-même. Ils ont développé un modèle qu'ils appellent le Vision, Language et Action, donc vision, langage et action. Et ce nom-là vous dit déjà ce qu'il intègre. 3 composantes majeures. Donc il voit l'environnement, la vision, il comprend les instructions, le langage, et il agit en conséquence, donc là c'est l'action. Figure appelle ce modèle-là, le modèle qu'ils ont créé, un modèle généraliste, parce qu'il n'est pas limité à une seule tâche spécifique, comme on peut avoir l'habitude. Alors il peut apparemment gérer des milliers d'objets ménagers différents sans avoir besoin d'une tonne de données de démonstration ou de programmation spécialisée en fait pour chaque nouvel objet. C'est là sa force, c'est que en fait il est adaptable. Dans cette vidéo de démonstration, donc la personne lui dit hey, vous deux rangez les courses s'il vous plaît. Et les robots, vous les voyez scanner la cuisine. Et puis ils ouvrent le frigo, ils placent les articles à l'intérieur et ont même mis une pomme dans un bol de fruits que vous voyez ici. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces tâches en fait impliquaient plusieurs robots qui coopèrent. Ils se sont passés les objets, ce que l'on n'avait jamais vu entre 2 robots à ce jour. Et à raison, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le fondateur de Figure, donc Brett Adcock, a dit qu'il travaille sur Helix depuis plus d'1 an et qu'il vise à résoudre la robotique générale comme un humain. Et quand il dit en fait comme un humain, il veut dire que Helix, ce robot, peut non seulement raisonner face à des problèmes, mais aussi répondre à des commandes vocales et manipuler des nouveaux objets qu'il n'a jamais vus, qui est bien sûr le minimum requis pour qu'un robot humanoïde soit fonctionnel aujourd'hui. Donc oui, on parle d'une véritable généralisation des objets, ce qui est énorme parce que la maison moyenne ne ressemble pas du tout à une chaîne de montage bien rangée. Ce qui est fait aujourd'hui, vous avez des robots humanoïdes qui marchent aujourd'hui dans des usines, mais ces robots en fait ont été entraînés sur des machines bien spécifiques, des objets bien spécifiques. Vous ne pouvez pas juste prendre les robots qui sont dans les chaînes de production aujourd'hui des usines et les mettre chez vous, ça ne marcherait pas, ils ne reconnaîtraient pas les objets, etc. Eh bien, c'est ce que résout ici Helix. Les maisons sont désordonnées, vous le savez, les choses changent, les conditions d'éclairage varient et chaque maison est fondamentalement unique. Donc, pour qu'un robot soit vraiment à l'aise dans cet environnement, il lui faudrait un niveau d'adaptabilité que l'on n'a pas encore à ce jour pour les robots, en tout cas que nous n'avions pas à ce jour. Alors laissez-moi vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait cette prouesse et comment ce robot marche. C'est qu'il fonctionne sur ce qu'ils appellent le système 2 et le système 1, donc S2 et S1. C'est en fait 2 intelligences artificielles qui vont fonctionner comme un seul système. Le système 2, donc S2, c'est la partie la plus lente. C'est le modèle vision-langage pré-entraîné sur Internet. En gros, c'est la partie qui peut interpréter les commandes que vous allez lui donner en langage naturel. C'est le même système qui va ensuite observer la scène et élaborer le plan général sur comment agir. Le système 1, en revanche, c'est le système visuel moteur du robot qui va en fait traduire le plan d'action qu'aura établi le système 2 en action physique, en temps réel, grâce à un système de 200 Hz. Alors imaginez le système 2 comme le cerveau en fait qui prend du recul pour réfléchir à ce qu'il doit faire et le système 1 est bien comme le système nerveux qui contrôle les mouvements rapides du robot. Et voir cela en action est vraiment fascinant, voir ces 2 systèmes, donc le cerveau et le système nerveux à l'œuvre est assez boosté. Alors juste une petite note, ces 2 systèmes-là fonctionnent sur des GPU, donc des ordinateurs de basse consommation directement intégrés dans le robot. Les puces de calcul sont dans le robot. Donc il n'y a pas besoin d'un ordinateur géant externe qui va faire les calculs, il le fait en fait en local, mais ce qui est logique s'ils veulent le commercialiser à tout le monde. Et selon Figure, donc c'est cette approche qui résout le problème des robots. En fait, on a des grands modèles d'IA qui sont très bons en conversation, en prise de décision, mais ils sont trop lents pour le contrôle instantané. En fait, vous leur parlez, il faut attendre un petit peu, ou alors ils vont passer un petit moment à réfléchir pour savoir comment agir. À côté de ça, on a des petits modèles d'IA donc qui sont super rapides. Vous lui posez une question, bam, il répond tac au tac, mais ils sont assez limités, ils ne sont pas très intelligents. En fait, pour les tâches de base, ça marche bien, mais les trucs un peu plus complexes, c'est un peu compliqué. Et c'est là qu'en divisant Helix entre le système 2 pour la réflexion lente et le système 1 pour l'action rapide, ils obtiennent le meilleur des 2 mondes. Alors il nous dit qu'ils ont même construit une base de données d'environ 500 heures de comportement téléopéré. Ça veut dire qu'en fait il y a des gens, il y a une équipe entière qui s'est dédiée en fait à mettre un casque de réalité virtuelle et à entraîner le robot à manipuler. Et pendant ce temps en fait le robot mémorisait tout cela. C'est un peu comme si quelqu'un prenait le contrôle de votre corps et qu'il bougeait à votre place, mais que vous étiez toujours conscient et que vous observez tout cela. Eh bien en fait c'est ce qu'a fait le robot et il a appris comme ça. Alors ils ont également introduit ce qu'ils appellent une série d'innovations en robotique.
Alors regardons ça. La première, c'est le contrôle complet du haut du corps. Donc on parle de 35 degrés de liberté, ce qui est énorme. Donc les poignets, le torse, la tête, les doigts, etc. Tout ça, c'est des degrés de liberté. En fait, ça veut dire que chacune de ces parties pourra bouger. Et elles fonctionnent toutes a priori à 200 Hz. Donc c'est la fréquence de rafraîchissement de toutes ces parties-là. En gros, c'est beaucoup d'articulations à coordonner en fait, surtout si le robot ramasse des objets de différentes formes, de différents poids. Par exemple, pour ouvrir une porte de frigo, il faut tordre son torse pour voir l'intérieur, vous savez, comme ça par exemple. Tout ça, c'est des petits détails auxquels il faut penser lorsque nous construisons un robot et lorsque nous voulons lui faire une tâche. Ensuite, la deuxième innovation qu'il nous annonce, c'est la collaboration multi-robot. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Mais en gros, vous l'avez vu dans la vidéo, ils ont montré 2 robots humanoïdes distincts se passant des articles d'épicerie, par exemple, avec des simples commandes vocales. Par exemple, l'utilisateur va dire « passe-moi le biscuit à côté du robot à droite là-bas ». Eh bien, les 2 robots vont devoir interpréter l'environnement et coordonner leur passage d'objets ensemble. Ils ne vont pas pouvoir tous les 2 le faire en même temps, vous voyez. Et c'est là qu'il faut coordonner, qu'il faut connecter ces 2 robots pour qu'ils comprennent la situation globale de ce qu'on veut leur faire. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils nous ont proposé ici, franchement. Nous avions beaucoup d'annonces dans le domaine de la robotique dernièrement, mais là c'est vraiment une démo complète en fait de 2 robots autonomes qui font des choses vraiment utiles là pour le coup. On a l'habitude de voir les prouesses des robots en termes de technicité, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire des robots super agiles, qui vont les faire courir vachement vite, ils vont les rendre très bons pour une seule tâche donnée. Mais là, on a enfin une démonstration de 2 robots qui travaillent ensemble en fait sur une tâche qui est un peu généraliste, on va dire. Et c'est ça qu'il manquait, je pense, à la robotique, c'est de pouvoir s'adapter à l'environnement. Là, vous les voyez dans un environnement particulier, mais d'après donc figure, si vous les prenez chez vous, eh bien, vous pourrez leur dire tout ce que vous voulez, ils vont reconnaître l'environnement. Si vous avez des enfants et que vous avez un jouet qui traîne par terre, vous pourrez dire au robot, je sais pas, Elix, ramasse le dinosaure en jouet qu'il y a par terre là-bas. Et le système va donc pouvoir comprendre même s'il n'a jamais rencontré cet objet avant. Et c'est là toute la force, c'est ce que je vous disais. On fait déjà des robots dans des usines qui travaillent avec des machines bien précises. Mais ces robots-là, vous ne pouvez pas les amener chez vous et ils ne pourraient pas faire cela en fait. Alors pour ce qui est des IA en fait, qui contrôlent les systèmes, ils nous ont dit qu'a priori le système S2, la partie S2, c'est un modèle de 7 milliards de paramètres. Donc c'est un tout petit modèle quand on y réfléchit. Dans le monde de l'IA, c'est pas énorme. Mais avec les percées de DeepSeek et le fait que nous puissions reproduire la pensée, en fait les modèles de réflexion avec des petits modèles comme ça de 7 milliards de paramètres, eh bien ça suffit amplement. Récemment, vous le savez, nous avons réussi à rendre les petits modèles beaucoup plus performants qu'ils n'étaient. Et maintenant, attention, il ne faut plus sous-estimer ces petits modèles-là puisqu'ils commencent à devenir très très bons. Et c'est logique en fait qu'ils utilisent un petit modèle puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur puce de calcul se trouve au sein du robot, il n'y a pas de calcul externe, donc là il leur fallait un petit modèle forcément. Donc ça c'est pour le système 2, le S2. Et par contre pour le système 1, donc le système nerveux en quelque sorte, là ils utilisent un encore plus petit modèle de 80 millions de paramètres pour le contrôle. Donc vous voyez, il faut pas des tonnes de paramètres, mais c'est logique. Donc imaginez un petit modèle de 80 millions de paramètres, là c'est de l'instantané en fait. D'où la comparaison avec le système nerveux, c'est quasiment de l'automatisme à ce niveau-là. Donc voilà, c'est cet ensemble qui est capable finalement de contrôler le haut du corps ou même tout le corps pour des tâches comme ramasser ou placer des choses, ouvrir des tiroirs, passer des objets à l'autre bout, etc. Là, on peut tout imaginer. C'est essentiellement une approche universelle qu'ils ont voulu nous proposer ici sans besoin d'ajustement fin en fait, pour chaque nouvelle tâche dans votre cuisine. Certaines entreprises n'ont malheureusement pas pris cette approche et elles se retrouvent maintenant en très grande difficulté puisqu'ils se rendent compte qu'en fait ils ne vont pas pouvoir entraîner le robot pour chaque tâche spécifique, ça serait impossible en fait. Et le plus fou dans tout cela, c'est que Elix dit que ce robot est prêt pour la commercialisation. Mais bien sûr, je tiens un peu à freiner tout cela, on en est encore à ses débuts de ce robot-là. Ils nous ont montré cette vidéo, ils nous ont montré des tests techniques, certes, c'est vrai, mais j'attends quand même de voir la suite, j'attends de voir des cas d'utilisation concrets, et j'attends de voir les premières personnes qui vont mettre la main dessus sur ces robots pour voir s'ils tiennent vraiment ces promesses. En fait, si vous regardez ces vidéos-là de figures, ils ont une chaîne YouTube, vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de cette entreprise, eh bien vous verrez plein de courtes démos où tout semble fluide en fait, mais à mon avis c'est probablement le résultat de tonnes de tests en coulisses. Donc oui, j'attends vraiment de voir le vrai résultat en situation réelle.
Alors on peut supposer qu'on en est encore à quelques années de voir des robots cuisiner des repas complets chez vous, ou plier votre linge, ou passer l'aspirateur, que sais-je, dans toute la maison comme le ferait un humain. Mais ce qui est sûr, c'est que l'entreprise ici positionne Helix comme un vrai changement dans le monde de la robotique. En fait, on est en train de passer des robots du domaine industriel vers des robots domestiques. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais par exemple, BMW, donc le constructeur automobile, utilise déjà des robots figures dans leurs usines. Et d'autres entreprises, notamment des entreprises chinoises, en fait, utilisent également des robots dans leurs usines, qui ont déjà remplacé certaines personnes d'ailleurs. Mais là, on passe possiblement enfin à des robots domestiques. Et un autre fait très intéressant, c'est que Meta serait aussi en train de construire une nouvelle division en fait, pour créer des robots humanoïdes alimentés par l'IA. Donc voilà, Meta s'y met. Il y a aussi notre startup Aponic qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, puisqu'elle a levé 350 millions de dollars de fonds avec le soutien de Google DeepMind. Donc il y a Google derrière Aponic. Donc vous voyez qu'on a Meta, Google. C'est certain que Microsoft fait aussi des choses. On a Tesla. On a aussi quelques rumeurs comme quoi Apple pourrait se lancer dans la course. Et ça sera assez intéressant à voir parce que est-ce que ce sera ça le retour d'Apple ? Vous le savez, Apple a raté le virage de l'IA, Apple a raté le virage de la réalité virtuelle. En fait, ils ont raté tous les virages dernièrement et beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes en fait à Wall Street ou pas d'ailleurs, commencent à être assez inquiets pour l'entreprise car ils nous ne proposent plus rien depuis un certain moment déjà. Ils avaient même raté le virage des véhicules parce qu'ils avaient investi énormément d'argent dans leur projet de véhicule. En fait, ils voulaient faire un véhicule, mais ils se sont vautrés, ils ont raté. Beaucoup d'argent qui a été perdu, donc voilà. Ils sont un peu dans une position délicate, mais peut-être donc que c'est le domaine de la robotique qui les remettra au devant de la scène, on verra ça. Mais en tout cas, si je vous dis tout cela, c'est pour vous montrer que le domaine de la robotique, cette technologie en fait se transforme en une véritable course à l'armement pour tous les géants de la tech. Et quand c'est comme ça, eh bien c'est toujours très intéressant à voir. Alors évidemment, il y a des questions sur la sécurité, la fiabilité et même le piratage. Je pense que vous vous en doutez, mais vous vous demandez peut-être, attends, quelqu'un peut pirater mon robot domestique et lui faire dire ou faire des choses bizarres ? Eh bien oui, ça peut arriver. Et franchement, je pense que c'est quelque chose dont on entendra probablement beaucoup parler de plus en plus à mesure que la technologie avance, ça c'est sûr, et c'est des débats que l'on va devoir avoir. J'aimerais pas avoir un tel robot chez moi qui se fasse pirater, je pense que personne n'aimerait d'ailleurs. Alors pour l'instant, Figure nous disent qu'ils se concentrent sur l'IA centrale, donc ce système-là, la combinaison entre le S1 et le S2, pour s'assurer que Helix peut fonctionner dans encore plus de scénarios différents et faire des tâches à la volée. Mais on voit aussi une grande poussée vers des fonctionnalités autres. Par exemple, les commandes vocales en langage naturel. Vous savez, c'est la façon dont il va vous répondre. Avec ChatGPT par exemple et leur système vocal, on avait déjà eu une amélioration assez substantielle à l'époque de la façon de parler des IA. Donc en gros, on avait donné des voix réalistes à des IA, mais on voit encore un petit peu que c'est de l'IA, donc c'est un domaine à creuser encore, pour rendre un robot plus convivial, on va dire. Et aussi, il faudrait, selon eux, creuser le domaine aussi de la collaboration en temps réel entre robots. Donc ils ont réussi à faire collaborer 2 robots ensemble, mais c'est pas encore au point. Et aussi, que se passera-t-il s'il faut faire collaborer une dizaine de robots ensemble ? Donc voilà, c'est un domaine qu'ils veulent également creuser plus et faire des développements dessus. Mais en tout cas, selon l'entreprise, donc, Helix, ce robot, c'est comme un humain dans le sens où il comprend la parole et il raisonne face aux problèmes et il saisit des objets sur demande. Alors là, je parle beaucoup de robots, mais tout le monde n'est pas prêt à inviter un humanoïde chez soi. Mais à mesure que la production de masse de ce genre d'outils s'accélère et que le coût va baisser, vous pourriez voir ces robots dans plus d'endroits, dans le domaine public, privé, peut-être même dans le secteur des services, les soins aux personnes âgées. Ils en parlent beaucoup en ce moment, ça pourrait être une des solutions. Dans une des vidéos des 4 actualités de la semaine, j'avais récemment couvert une news comme quoi la Chine allait tout miser sur les robots humanoïdes pour s'occuper des personnes âgées, puisqu'ils n'ont plus assez de gens pour s'occuper de tout le monde et qu'ils étaient face à une impasse. Donc maintenant, ils vont développer ce genre de robots pour ces situations-là. Donc vous l'aurez compris, c'est l'accessibilité qui est un point crucial ici. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles technologies et d'accessibilité, j'aimerais vous parler d'un petit point. En fait, c'est ce genre d'innovation, ce genre d'avancée qui n'arrête pas, qui m'a motivé à créer une formation en IA. Donc oui, je vous apprends à utiliser l'IA. Et plus que l'utiliser, je vous apprends ce que c'est vraiment. Et ce qui est bien, c'est que contrairement aux robots domestiques, que comme on a vu aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour maîtriser l'IA.
Et d'ailleurs, notre communauté qui s'agrandit de jour en jour en est la preuve vivante. Je vous remercie beaucoup pour le soutien. Et franchement, j'aime bien voir les yeux des gens s'illuminer quand ils réalisent en fait que l'IA n'est pas réservée juste à une élite, mais que tout le monde peut l'utiliser. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Donc ne laissez pas cette opportunité passer. C'est maintenant qu'il faut commencer à se former à l'IA avant que ça ne devienne trop complexe. C'est accessible pour tout le monde, peu importe votre âge ou votre niveau, je vous apprends tout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé sous la vidéo pour nous rejoindre. Voilà, et aussi dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce robot-là de Helix. Est-ce que vous feriez confiance à l'un de ces humanoïdes pour fouiller dans votre cuisine par exemple? Ou alors au contraire, est-ce que vous pensez qu'il faut attendre que la technologie soit encore plus robuste peut-être moins cher avant de se laisser tenter par un robot? En fait, c'est une question assez marrante à laquelle réfléchir. Est-ce que si là, demain, on vous propose un robot humanoïde pour 10 €, est-ce que vous le prendriez chez vous? Une question qui mérite réflexion. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez apprécié. Ici, sur Vision IA, on sort une vidéo par jour sur tout ce genre de progrès technologiques. Donc, si vous vous abonnez, vous ne louperez plus rien. Je vous rappelle également que vous trouverez les liens en description ou en commentaire sous la vidéo. Et merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour la prochaine actu. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.